Albert Speer, homme de l'ombre et loyal serviteur du Troisième Reich, demeure l'une des figures les plus intrigantes du régime nazi. Doué d'un charisme discret, intelligent, cultivé, Speer incarne à lui seul la mécanique de l'ambition dans une dictature. Entre lui et Hitler, une relation complexe et quasi fusionnelle s'établit, tissée d'admiration, de pouvoir et de destruction. De simple architecte sans histoire à ministre de l'armement du Reich, Speer gravit les échelons avec une fulgurance qui étonna même les barons nazis. Mais comment ce bourgeois allemand a-t-il gagné la confiance d'un dictateur paranoïaque? Et à quel prix? Tout commence dans le Berlin agité des années 1930. Speer, issu d'une famille aisée d'architectes, mène une existence confortable et sans éclat. Diplômé de l'école technique de Karlsruhe puis de l'université technique de Berlin, il se passionne pour l'architecture monumentale. En 1931, poussé par l'air du temps, il adhère au parti nazi, presque par opportunisme. C'est un choix qui changera sa vie. 2 ans plus tard, en 1933, Speer est affecté à l'équipe chargée de décorer Berlin pour les grandes manifestations du parti. Il y impressionne Joseph Goebbels et surtout Adolf Hitler. Ce dernier, passionné d'art et d'architecture, voit en Speer un reflet de ses propres rêves esthétiques. La rencontre entre les deux hommes est presque une scène de roman. Hitler, encore auréolé de son succès électoral et tout-puissant chancelier du Reich, discute longuement avec Speer. Il est frappé par la culture et la docilité de ce jeune homme d'Aax Graf peine 28 ans. Contrairement à d'autres dignitaires nazis, bruyants et avides de pouvoir, Speer est calme, discipliné, poli. Il parle le même langage architectural que Hitler, colonnade, dôme, grandeur impériale. Très vite, il devient son architecte personnel. En 1934, après l'assassinat de son mentor Paul Trost, Speer hérite du projet pharaonique de transformer Berlin en Welthauptstadt Germania, la capitale du monde. Il conçoit des maquettes de bâtiments gigantesques, dont une salle du peuple pouvant accueillir 180 000 personnes. Mais leur relation dépasse la simple admiration professionnelle. Hitler voit en Speer une version idéalisée de lui-même, un artiste doué, loyal, sans ambition politique apparente, totalement dédié à sa vision du monde. Speer devient un intime du Führer, l'un des rares à pouvoir s'approcher de lui sans surveillance, parfois invité à déjeuner ou à se promener dans les jardins de la Wolfschanze. Parfois même, ils se promènent longuement ensemble dans les bois, échangeant sur la grandeur de l'Empire romain, sur la beauté des lignes classiques, ou encore sur des souvenirs d'enfance. Hitler dira un jour, « Speer est le seul véritable ami que j'ai jamais eu ». Une déclaration rare, révélatrice d'un lien affectif profond, presque filial. Cette relation était aussi marquée par la servilité complète de Speer. Toujours prêt à obéir, à se montrer utile, à se conformer au moindre désir du Führer, Speer développa un comportement d'allégeance totale. Il semblait absorber sans réserve les opinions et les humeurs du dictateur. Cette docilité fascina Hitler, qui se méfiait pourtant de presque tous ses proches. En 1942, après la mort soudaine de Fritz Todt dans un mystérieux accident d'avion, Hitler nomme Speer ministre de l'armement et de la production de guerre. Un choix étonnant, Speer n'a aucune formation militaire, ni même industrielle. Pourtant, il va exceller. En quelques mois, il rationalise la production, centralise les ressources, augmente massivement le rendement des usines malgré les bombardements alliés. Entre 1942 et 1944, la production d'avions double, celle de chars triple. Dans son bureau au ministère, Speer instaure des méthodes modernes, s'entoure de techniciens compétents, ignore les rivalités intestines du régime. Il devient un pilier du Reich. Mais ce succès repose sur des fondations terribles. Pour tenir les cadences infernales, Speer recourt massivement au travail forcé. Des millions de prisonniers, de déportés, de travailleurs étrangers, souvent traités comme des esclaves, sont utilisés dans les usines d'armement. Speer en a connaissance, même s'il n'y en avoir été l'instigateur. Il visite les sites, donne des ordres, reçoit des rapports. L'homme cultivé, amateur de musique classique et d'art, se mue alors en gestionnaire froid d'un système inhumain. Il ne fait rien pour améliorer leur sort. Des centaines de milliers d'entre eux sont morts d'épuisement, de malnutrition ou de mauvais traitements dans les camps-usines. Speer n'a pas seulement fermé les yeux, il a mis en place, directement ou indirectement, la machinerie logistique qui permit d'exploiter sans pitié cette main-d'œuvre asservie. Un paradoxe glaçant. Hitler, malgré les revers militaires, garde une confiance aveugle en Speer. Lorsque Berlin est en ruine, que les Alliés approchent, il lui confie la gestion du « programme Nero »,
destiné à détruire les infrastructures allemandes pour ne rien laisser à l'ennemi. Speer, dans un ultime acte de lucidité, sabote partiellement ce plan et tente de préserver ce qui peut l'être. Il dira plus tard que c'était sa manière de se racheter. En mars 1945, il confronte même Hitler et lui déclare qu'il n'appliquera pas ses ordres de destruction totale. Une scène tendue, aux allures de rupture. Hitler, furieux, ne le sanctionne pas, preuve de leur lien étrange jusqu'au bout. Après la chute du Reich, Speer est arrêté. Au procès de Nuremberg, il plaide coupable, mais se déclare ignorant des crimes de masse. Il se présente comme un technocrate aveuglé, un intellectuel coupé du réel. Contrairement à d'autres dignitaires, il exprime des remords. Cela lui vaut une relative clémence, il est condamné à 20 ans de prison. Pendant sa détention à Spandau, il écrit ses mémoires, au cœur du Troisième Reich, un best-seller mondial qui façonnera durablement son image de « nazi repenti ». Pourtant, des historiens comme Serony et Fest ont montré qu'il en savait bien plus qu'il ne l'avouait. Speer meurt en 1981, à Londres, d'un AVC. Jusqu'à la fin, il restera une énigme, artiste fasciné par le pouvoir, gestionnaire du mal, ami intime d'un dictateur meurtrier. Sa relation avec Hitler n'était ni purement professionnelle, ni véritablement idéologique. C'était une fascination mutuelle, presque affective, qui dura 12 ans. Une relation où l'esthétique côtoya la barbarie, où la loyauté servit l'horreur. Merci d'avoir lu ou écouté ce récit. Si cette plongée dans les coulisses du pouvoir nazi vous a intéressé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes d'Histoire. À bientôt.